Bonjour, me voici à Fontainebleau-Avon, la gare est derrière moi. J'ai pris le train depuis Paris-Gare de Lyon et je vais vous emmener faire une belle randonnée d'une dizaine de kilomètres à travers la forêt de Fontainebleau en passant par la Croix du Calvaire, les Rochers Caspeau, la Tour d'Ennecourt et revenir prendre le train ici à la gare de Fontainebleau-Avon en longeant toute une série de petites fontaines. Alors je vais faire plusieurs petits arrêts et filmer les principales curiosités qu'on va côtoyer en empruntant donc les sentiers d'Ennecourt-Collinet avec lesquels je vais faire toute cette randonnée. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors la particularité de la forêt de Fontainebleau, c'est d'être sillonnée par toute une série de sentiers d'Ennecourt-Collinet. En fait, ces sentiers ont été aménagés au 19e siècle par deux amoureux de la forêt, d'Ennecourt et Collinet. Et tout le long de ces sentiers, ils ont créé ou alors baptisé des curiosités avec différents noms. Et ces curiosités sont signalées par des lettres, comme ici, vous avez la lettre L sur la gauche, qui signifie qu'on passe à côté du rocher Orloff. Maintenant, j'arrive à la hauteur d'un rocher marqué avec la lettre K, c'est le rocher Cotillon. On va passer dans une sorte de galerie. Alors voici un rocher dont je ne connais pas le nom. En tout cas, il est marqué d'un astérisque, une sorte de dolmen sur lequel des gens ont dessiné une sorte de harpe. Ici, on arrive à hauteur de la lettre O, le Léviathan. On continue. On passe à travers une sorte de galerie encore, avec une sorte de roche feuilletée. Voilà, la forêt de Fontainebleau par endroits, c'est ça, et c'est magnifique. Là, c'est la lettre P, l'antre, ici devant moi. Puis voilà, une sorte de tunnel. Il va falloir que je passe dessous. Ah, je suis sous le tunnel des mastodontes là. Ah, mon sac, hein, vous l'entendez. Là devant moi, c'est la sortie du tunnel des mastodontes. Je suis passé dessous. C'est ça qui est amusant, de temps en temps. Petite surprise comme celle-là. Ah, ici, il y a la lettre S qui signifie que je suis devant le rocher des Marsouins. Alors dessous, il y a une cavité. Certainement, il y a des gens qui doivent y dormir. Enfin, malgré tout, il faut faire attention parce que l'érosion rend instable ces gros blocs rocheux. Voici la croix du Calvaire. Alors pourquoi ce nom-là? Parce que au XVIIIe siècle, on avait édifié un calvaire, puis les trois croix ont été abattues. Le calvaire a été reconstitué au XIXe siècle et à nouveau démoli. Puis finalement, on a construit cette croix, je crois, en 1838. Donc depuis cette croix, on a un beau panorama sur Avon, qui est la commune qui est limitrophe de Fontainebleau. On aperçoit d'ailleurs le viaduc de Fontainebleau sur lequel passent les trains. Alors c'est vraiment au loin. Après la croix du Calvaire, on arrive à l'abri du Calvaire. Là encore de gros rochers. Dans ce fameux abri, tout à l'heure je vous ai parlé de l'érosion. Ici on en a un bel exemple puisque depuis quelque temps son accès est interdit parce que ces rochers pourraient très bien s'effondrer.
Le sentier continue. Et ici, on longe une belle paroi rocheuse. Il y a certains endroits, il y a des petites flèches de diverses couleurs qui indiquent des voies pour ceux qui pratiquent la varap. Alors, en fonction de la couleur, bien, la voie est plus ou moins difficile. Alors ici, j'ai du orange, du jaune, encore du orange. Alors, la lettre U marque l'entrée du défilé des cyclopes. Il y a encore une marque bleue, en face marque jaune, une marque orange à droite. On est toujours dans le défilé des cyclopes. La lettre X, l'entrée d'une grotte. Là, on vient de quitter la zone de varap et on se retrouve dans un paysage totalement différent puisqu'il n'y a plus de rochers. Et pendant un moment, d'ailleurs, on va plus en voir. On prend la direction de la Croix d'Auga, puis ensuite du rocher Caspeau, et c'est là qu'on va retrouver ce qui fait justement tout le charme de la forêt de Fontainebleau. Enfin, à mon avis, ce sont tous ces rochers. C'est pas l'endroit le plus beau de la forêt, mais nous voici au pied de la Croix d'Auga. Maintenant, on va continuer sur le sentier numéro 3 en direction du rocher Caspeau. Et regardez là, sur le tronc à gauche, les panneaux sont presque mangés par l'arbre. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un paysage totalement différent. Là, je suis au milieu des fougères, sous des pins sylvestres. Et c'est très plat. Alors le sentier traverse cette petite route qui est fermée à la circulation, mais le long de laquelle on peut voir plein de troncs qui ont été coupés, des grumes en fait, prêtes à être chargées sur des camions et partir vers des scieries. Alors la forêt de Fontainebleau est une forêt domaniale mais qui est exploitée. Donc il y a des zones qui sont livrées aux bûcherons et malheureusement on replante bien souvent à la place des chênes ou des hêtres qu'on coupe, on remplace bien souvent par des pins forcément qui poussent beaucoup plus vite et l'exploitation est plus rentable. Nous voici arrivés au pied du rocher Caspeau. Il ne faut pas hésiter à faire le tour du belvédère Carnot parce que la roche est vraiment très curieuse. C'est une sorte de roche feuilletée. Alors, quand on fait le tour du belvédère Carnot, on a une petite vue sur le vallon d'où on vient. On voit qu'on est bien sur un relief d'une vingtaine de mètres de hauteur. La lettre C nous indique que nous sommes en face du rocher Caroline Dussault. La lettre E correspond au rocher de la Cinquantaine. C'est extraordinaire dans cette forêt, c'est la diversité des formes. Celui-ci est juste à côté du chemin. On dirait une sorte de dromadaire. On arrive à proximité de la mare Froideau.
Voici la mare Froideau, où elle sert d'abreuvoir aux animaux, sangliers, biches, cerfs. Alors ici on voit des sortes de monticules faits de pavés. Alors c'est probablement des carriers qui, à l'époque du 19e siècle, taillaient les pierres, hein, c'est du grès ici, et en faisaient des pavés. Alors là, je pense que ce sont des restes. On en voit de temps en temps. On arrive au point de vue de l'Esplanade, qui pour moi est l'un des plus beaux points de vue de la forêt de Fontainebleau. Il est au bout. Alors sur la gauche, on aperçoit Melun et ses tours. On est sur la corniche du Caspo, il y a beaucoup de fougères. On pourrait presque se croire en montagne. Ici on arrive au belvédère des Trois Frères. Devant nous, la lettre I indique le rocher du Vautour. La lettre K indique qu'on est arrivé au belvédère du sport. Entre les arbres, on peut distinguer, mais vraiment mal, l'hippodrome de la Sole, tout au fond de la vallée. Et ici, le défilé de Gounod. Quel rapport avec le musicien? La lettre L pour ce défilé. C'est mon sac qu'on a entendu frotter. Ici on arrive au point de vue de la Sole. En fait tout à l'heure je vous parlais de l'hippodrome de la Sole. En fait ici, maintenant on le voit vraiment bien. Il est là. Alors je crois qu'il sert. Mais franchement s'il sert il ne doit pas servir très souvent. Enfin, en tout cas il est immense. Hein. L'hippodrome de la Sole. Alors, juste en dessous du point de vue de la Sole. Un petit défilé. Et ici en avaloir, une sorte de trou creusé dans le rocher, l'érosion. Et ici c'est le défilé de Vaucouleurs, la lettre O. Je suis obligé de regarder où je marche. La lettre P indique qu'on est arrivé devant la grotte de la Pucelle. Bon, je pourrais y aller. Et je pense pas qu'il y ait un grand intérêt. Voilà la grotte. Et ici, il y a un astérisque qui nous indique qu'il faut qu'on passe sous cet énorme bloc. Vous avez vu sur la gauche la marque du Sentier 3. Voilà, on est sorti. Alors l'astérisque, c'était l'arche de Crozette dénoyée. Et là, on va passer sous un rocher qui s'appelle Arcade de Jean-Jacques Weiss. La lettre T. Alors, comme je vous ai dit, ces sentiers ont été aménagés au 19e siècle. Hein. Tout n'est pas naturel. Là, c'est la lettre U.
qui indique qu'on est dans l'atelier de maçonnier. Là, c'est un peu étroit. Donc maintenant, j'entreprends la descente vers le fond du vallon. On a quitté les principales curiosités du rocher Caspeau. Et maintenant, je vais me diriger vers la tour d'Ennecourt. Alors pendant à peu près une vingtaine de minutes, peut-être plus, j'aurai un chemin sans vraiment d'intérêt, hormis celui d'être dans la nature. Vous entendez certainement le bruit des voitures parce que je viens de traverser la D116. Alors il y a quand même des axes routiers très importants qui traversent cette forêt de Fontainebleau. C'est dommage. Le plus important, c'est celui de l'autoroute du Sud dans les années 70. Bon, maintenant, je pense qu'on ne pourrait plus construire ces autoroutes à l'intérieur d'une forêt domaniale, mais à l'époque, on pouvait. Alors là, je suis sur ce qu'on appelle un sentier de liaison entre le 3 et le 2. Le 3, c'était celui qui nous a permis de traverser le rocher Caspeau. Et maintenant, on retourne sur le 2 qui passait à la croix du Calvaire. On en a emprunté une partie tout à l'heure. Qui passait donc à la croix du Calvaire et qui allait en direction de la tour d'Ennecourt. Et comme on y va, on va récupérer le sentier numéro 2 tout à l'heure. Alors, ce rocher, c'est le miroir magique. Et probablement en dessous, c'est le passage des Farfadets. D'ailleurs, on va l'emprunter parce que le chemin y passe. Et on y va. Voilà. On approche, il va encore falloir se baisser. Juste après le rocher Charles Garnier, voici ce rocher qui n'est absolument pas indiqué. Magnifique travail de l'érosion. Vu de l'autre côté, il y a un astérisque qui signale qu'on a un rocher remarquable. Là, je suis devant un panneau qui m'indique que je suis à 10 minutes de la tour d'Ennecourt. Bon, je pense que c'est beaucoup moins, mais ce sont des temps de parcours qui permettent de voir large. C'est pas plus mal. J'arrive sur les hauteurs du relief à l'extrémité duquel je vais trouver la tour d'Ennecourt. Alors ici, je suis sur un chemin balisé en jaune qui est le chemin des points de vue. Il est bien plus court que celui que je suis en train de parcourir. C'est une boucle qu'on peut faire à partir de la gare et qui offre donc quelques jolis points de vue tout en passant par la tour d'Ennecourt. C'est vraiment sauvage. Voilà pourquoi on parle de chemin des points de vue. On a encore un ici sur la partie est de la forêt de Fontainebleau. On approche de la tour d'Ennecourt et toujours ces paysages si caractéristiques de la forêt de Fontainebleau. Ces rochers, ces pins, ce sable. Je crois que le sentier va passer encore sous un rocher. Nous y voici. Cette fois, j'ai pas besoin de me baisser. Alors voilà cette fameuse tour d'Ennecourt. Elle a été construite à l'origine en 1853 sous le règne de Napoléon III. Puis elle s'est écroulée en 1878, donc elle a été reconstruite. Et maintenant, c'est un des sites les plus touristiques de la forêt de Fontainebleau,
Alors on va y monter, il y a une table panoramique. Alors évidemment aujourd'hui il ne fait pas très très beau, mais c'est toujours un plaisir de venir ici. Il y a plusieurs années, il y avait un parking, les voitures pouvaient venir ici. Heureusement, ça a été rendu aux promeneurs, il n'y a plus de voitures, puisque comme je vous l'ai dit, beaucoup de petites routes ont été interdites à la circulation dans la forêt, dont celle menant à la Tour d'Ennecourt. Ça, c'était une bonne décision. Voici arrivé au sommet de la Tour d'Ennecourt. On est à 130 mètres d'altitude, et là, entre les deux créneaux, enfin si on peut appeler ça des créneaux, on distingue Saint-Mauro, au loin, qui est au bord de la Seine. Et là, au premier plan, la table panoramique dont je vous ai parlé. Alors, il fait vraiment pas très beau. Heureusement, il ne pleut pas. Mais grâce à cette tour, on peut voir assez loin. Alors, je redescends de la tour. On aperçoit en face le chemin par lequel je suis arrivé. Alors voilà ce qu'on peut lire lorsqu'on est à la Tour d'Ennecourt. Les temps de parcours sont affichés sur un panneau. Alors il faut compter à peu près 1h05 pour se rendre à la gare SNCF. Je pense qu'on ralliait la gare en moins de temps, tout en passant près des fontaines. Malheureusement, la lumière ne sera pas extraordinaire, mais je vais vous les montrer quand même. Ah, j'arrive au niveau de la première fontaine. Et la voici. C'est la fontaine du Touring Club. Alors en fait, c'est pas une vraie fontaine. Comme je vous ai dit, ces curiosités qui jalonnent les sentiers sont pour beaucoup d'entre elles artificielles. Et celle-ci, elle date de 1901, elle s'appelle la fontaine du Touring Club. En fait, ce sont les eaux de pluie qui s'infiltrent dans les dalles de grès qui font qu'au fond de cette espèce de grotte, on a de l'eau. Et c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de fontaine. On va aller voir la suivante, elle est juste à côté. Voici la fontaine désirée. Elle est à droite de cette table en grès. C'est le même principe. Sauf qu'elle est plus ancienne, puisqu'elle date de 1837. La fontaine désirée, 1837-1898. On continue sur le sentier numéro 2, en direction cette fois de la troisième fontaine, qui elle s'appelle la fontaine d'Orly. Ah, vous serez déçus, hein, puisque comme vous avez vu déjà les deux premières fontaines, vous verrez que c'est exactement le même principe. Pas mal d'arbres. En fait, l'endroit est très humide et on est tout à côté de la fontaine d'Orly qui est sur la droite. On distingue l'entrée, l'escalier qui va mener au fond. Et comme l'endroit est très humide, on entend le ruissellement de l'eau, les gouttes qui tombent. Donc fontaine d'Orly 1852-1898. Voilà, on arrive à proximité de la fontaine Isabelle. Un petit escalier à descendre. On entend bien le chant des oiseaux. La fontaine Isabelle a été aménagée en 1863. Voici. La fontaine Isabelle. On entend très faiblement le bruit du ruissellement de l'eau. On vient de quitter la fontaine Isabelle et on arrive à la dernière curiosité du parcours. Et on a du mal à imaginer qu'ici, au XIXe siècle,
c'était un endroit qui était très couru puisqu'il y avait une buvette. Les gens venaient voir la rocher que vous avez devant vous, qu'on appelle la roche éponge. On va s'en approcher. Alors comme la lumière est plutôt sombre, on ne va pas pouvoir bien se rendre compte, mais cette roche ressemble vraiment à une éponge. Voilà. La roche éponge. D'ici, on se rend mieux compte de la curiosité de cette roche. En quittant la roche éponge, on peut voir sur la droite l'entrée de la grotte Collinet, dont le médaillon se trouve juste au-dessus. Alors je me dirige vers la gare. Le sentier est en corniche. Et on va bientôt retrouver le chemin que j'ai pris à l'aller. Voici la bifurcation qui permet de dire que la boucle est bouclée. Le petit défilé qu'on avait traversé tout à l'heure. Voilà, je ne suis pas très loin de la gare, je vais vous quitter ici.